Merci de nous accueillir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Léa Soukendia. Bonsoir Léa. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. À la une ce soir, fin de la grève du consortium des concessionnaires du nettoiement. Un protocole d'accord a été trouvé avec l'entente Kadakar. Reste maintenant aux deux parties de s'accorder sur les appels d'offres spontanés. La gestion des ordures, un secteur à plusieurs problèmes. 200 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qu'il faut au Sénégal pour répondre aux normes internationales. En politique, Babacar Gaye dénonce le cumul des mandats. Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais prône la révision des textes régissant les mandats électifs. Le ministre Youssou Touré fustige pour sa part la sortie de Maodo Malick Mbaye suite à l'élection d'Aliou Sall à la tête de l'UAL. Une sortie cavalière qui ne sera pas sans conséquences, fait savoir le ministre. Retour aux sources pour le chanteur belgo-rwandais. Stromae est à Dakar depuis hier pour sa tournée africaine. Le coup d'envoi sera donné demain au monument de la Renaissance. Stromae est l'invité exclusif de ce journal de 20h. Dans le dossier économie du jour, nous parlerons des cartes bancaires, un service qui se démocratise de plus en plus au Sénégal. Quels sont les avantages ou inconvénients d'un tel service? La réponse avec les usagers en fin d'édition. Bienvenue à tous. Secteur du nettoiement, le ramassage des ordures a repris ce mardi, Léa. Et oui, les négociations entre l'entente Kadakar et les concessionnaires ont abouti à la signature d'un protocole d'accord sur 6 points. En ce qui concerne les appels d'offres et l'offre spontanée, les négociations se poursuivent. Le ministre Oumar Youm a rencontré les deux parties ce matin en présence de Fatima Taba et de Thierno Laurent Mendy. La satisfaction se lit sur les visages des principales parties prenantes de cette négociation. Entente Kadakar et concessionnaires se réconcilient. Le ramassage des ordures reprend dès ce mardi. L'entente Kadakar a réitéré sa disponibilité à reprendre le partenariat, comme les concessionnaires également ont affirmé leur disponibilité pour reprendre le service. Donc un protocole d'accord a été convenu sur 6 points. Aujourd'hui même, l'entente Kadakar va délivrer les ordres de service aux concessionnaires qui sont disposés à reprendre le travail de ramassage et de transport des ordures. L'entente Kadakar va délivrer des ordres de service aux concessionnaires. Leur président salue la démarche du gouvernement et apporte quelques éclairages. On est satisfait de l'ensemble des décisions qu'on a prises dans la réunion parce que toutes nos préoccupations ont été prises en compte. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et on est d'accord sur des schémas et sur un calendrier qui est bien établi. Donc je pense que le mouvement de grève va être arrêté tout de suite. On n'a pas peur d'un appel d'offres. Contrairement à ce que les gens veulent nous coller, on n'a pas peur d'appel d'offres parce qu'on part toujours dans des appels d'offres et on les gagne. Donc on n'a pas ce problème d'appel d'offres. La géolocalisation, ils nous ont expliqué ce qu'on devait faire dans la géolocalisation et ils sont prêts à l'enlever même de l'appel d'offres. En ce qui concerne les appels d'offres et l'offre spontanée, les négociations se poursuivent. Il se trouve qu'il y a eu un moment d'incompréhension autour de l'appel d'offres et de l'offre spontanée. Je pense que les parties sont d'accord maintenant pour s'inscrire dans une dynamique de négociation sur ces deux aspects. Les concessionnaires reprennent du service ce mardi. D'autres rencontres sont prévues pour consolider les acquis. Toujours dans la gestion des ordures, 200 milliards de francs CFA, c'est ce dont le Sénégal a besoin pour répondre aux normes internationales. Le secteur traverse toujours des difficultés et ce, malgré le financement annuel de l'État à hauteur de 10 milliards de francs CFA, mais aussi l'appui de la Banque islamique de développement qui s'élève à 17,5 milliards de francs CFA. Aminata Mbare Sow et Thierno Laurent Mendy.
Les ordures, un secteur lucratif. Chaque année, l'État du Sénégal injecte 10 milliards de francs CFA, en plus de l'apport de 17 milliards de francs CFA de la Banque islamique. Un camion de collecte de déchets coûte au minimum nouveau 60 à 80 millions. Pour la gestion des déchets au niveau de la région de Dakar, l'État appuie à hauteur de 10 milliards annuellement. Aussi, l'État a pu obtenir un financement de la Banque islamique de développement à hauteur de 17,5 milliards pour construire des infrastructures. Une véritable manne financière et pourtant la gestion des déchets solides demeure problématique. Pour preuve, on n'a pas d'infrastructure aux normes, on n'a pas suffisamment d'équipements pour assurer la collecte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur a besoin encore de beaucoup de financement. Aujourd'hui, nous avons évalué les besoins de financement à plus de 200 milliards. Combien de milliards ont été engloutis dans le secteur de nettoiement? Jusqu'à présent, c'est l'État qui finance les déchets. Or que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités locales. Pour Madanissi, une nouvelle clé de répartition des ressources allouées à l'entente Dakar est nécessaire. C'est de l'or dur. Sur les 10 milliards, la masse salariale des travailleurs du nettoiement ne dépasse même pas 1,8 milliard l'année. Et soit moi je me pose la question à savoir où va l'argent des ordures. Pour le moment, le Sénégal traîne un gap de 200 milliards de francs CFA pour venir à bout de ce problème. En plus de ce manquement, les collectivités locales sont dépourvues de moyens adéquats pour faire face aux ordures. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a remis son rapport annuel 2014 au président de la République. Dans ce rapport de 105 pages, 8 organes de presse ont été mis en demeure. La question du projet du nouveau code de la presse a également été soulevée. Un code qui va être revu selon le président de la République, Macky Sall. Le président d'ailleurs qui appelle à assainir, à moraliser et à redynamiser le secteur de la presse. Reportage d'Issa Prera et Tierno Laurent Mendy. 8 opérateurs audiovisuels épinglés par ce rapport 2014. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'est aussi exprimé sur le projet du Code de la presse, sur l'aide à la presse et le passage de l'analogie vers le numérique. Il ne faut pas pour une catégorie choisir de leur extirper la possibilité de ne pas aller en prison lorsqu'ils commettent des délits. C'est un vrai problème de fond. Aujourd'hui, nous le savons tous, mesdames et messieurs, des griefs sérieux et récurrents portent sur la frénésie de l'information sensationnelle, souvent sans vérification préalable. La question de la signalétique est plus grave encore. L'exposition du public à des contenus inappropriés, y compris dans des débats ou émissions communément appelées talk show. S'y ajoute la prolifération dans des sites internet de propos dont le contenu est hors la loi. Le président de la République a évoqué le code de la presse qui fait polémique actuellement. Macky Sall a aussi soulevé quelques griefs à l'encontre de la presse. Aujourd'hui, il est impératif d'assainir, de moraliser et de redynamiser ce secteur. Le diagnostic est connu, disponible. Des solutions dorment dans les tiroirs parlementaires. Pourtant, le projet de code de la presse, probablement revisité, résoudrait certains des casse-têtes économiques du secteur autant que les motifs de préoccupation professionnelle. L'aide à la presse est devenue une modalité dépassée. Elle doit être repensée en termes de financement du secteur des médias pour être enfin utile, efficace à sortir la presse de la petite misère. L'État, à cet égard, doit s'approprier tout son rôle pour assurer le service public. Le service aux différents publics qui impose la nation par la prise en charge totale du financement du service public de l'audiovisuel. Un rapport annuel de 105 pages, 8 opérateurs audiovisuels mis en demeure, la RTS, la TFM, 2STV, CNTV et Zik FM en font partie. Il y a aussi Leral.net, La Tribune et KhalimaSN.com qui sont aussi des opérateurs indexés pour violation de la loi, surtout durant la campagne électorale.
À présent, la démission d'Aliou Sall à la tête de l'UAL, 72 heures après son élection à la tête de la structure. Oumar Youm, ministre de la bonne gouvernance, se démarque totalement du maire de Guédiawaye. Pour le ministre des collectivités locales, il n'y a pas de commentaire à faire en ce qui concerne la décision d'Aliou Sall. Oumar Youm précise qu'il n'a jamais soutenu le frère du président en ce qui concerne son souhait d'être élu à la tête de l'UAL. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. Une démission, c'est un acte personnel qui engage son auteur. Moi, en tant que ministre, je n'ai pas de commentaire à faire. Encore une fois, dans ma lettre de mission, je n'ai pas à gérer les associations privées. On le dit tout le temps, on raconte toujours il y a toujours des rumeurs, mais moi, je ne suis pas concerné par cette affaire. Je n'ai pas à soutenir un candidat d'une association de droit privé. Je n'ai pas encore une fois pour mission de gérer les associations de droit privé. Ce n'est pas dans mon champ de mission. Donc ça c'est clair, je pense que je n'ai pas à soutenir. C'est des personnes responsables et qui doivent assumer les actes qu'elles posent. Donc. Et autre réaction à présent, celle du directeur de publication de l'AS, Tierno Talla, qui estime que le maire de Guédiawaye faisait du forcing politique, en tout cas en se présentant à la tête de l'UAL. Et pour d'autres observateurs, à l'image de Momardien, journaliste, c'est le chef de l'État, Macky Sall lui-même, qui expose son frère en voulant coûte que coûte contrôler l'électorat. Fatou Bintou Konté et Mohamed Diaye. Il reste convaincu que tout cela est une machination du chef de l'État. Le journaliste et analyste politique Momardien estime que c'est pour gérer l'électorat sénégalais que Macky Sall a voulu mettre son frère à la tête de ces deux grandes instances. C'est une fonction éminemment politique dans laquelle la volonté, à travers laquelle on peut souvent voir la volonté du président de la République. Quant à Tierno Talla, directeur de publication du journal LAS, il trouve que Aliou Sall actuellement fait du forcing politique. J'ai l'impression qu'il fait du forcing. On ne peut pas ne pas être natif de Guédiawaye, ne pas y avoir vécu pendant de longues années et chercher à les diriger. Il a fait du forcing, c'est passé. Il a cherché à diriger l'AMS, c'est passé. Bon, c'est comme si les gens s'aplatissaient parce que c'est le frère du président. Et là, il cherche l'UAL. C'est heureux, selon lui, que ce dernier ait démissionné de l'UAL, car il ne dessert plus qu'il ne sert son frère de président. Moi, je dois dire Alhamdulillah. Le fait qu'il ait pris conscience qu'il est devenu encombrant et qu'il ait démissionné de la présidence de l'UAL, je pense que c'est une excellente décision. Pour ces deux journalistes et analystes politiques, Macky Sall doit tenir compte des leçons du passé. Malheureusement, je dois avouer que les politiques ne retiennent pas toujours la leçon. Sous Wade, on protestait contre l'implication de famille. Malheureusement, depuis 2012, on a l'implication de la belle famille du président ainsi que celle de la famille du président. On dirait que le président de la République n'a pas tiré des leçons de ce que les Sénégalais ont commencé à dénoncer depuis 2 ans comme une immixtion radicale de la famille présidentielle dans la gestion des affaires du pays. Toujours dans l'affaire Aliou Sall, Babacar Gaye dénonce le cumul des mandats. Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais souhaite la révision des textes qui régissent les mandats électifs dans certaines structures, notamment dans les collectivités locales. Babacar Gaye, que nous écoutons au micro de Hadia Talla. Cette élection de Aliou Sall à la tête de l'UAL pose le problème du cumul des mandats. On a l'impression que, en cette matière, le Sénégal est en train de faire un recul extraordinaire. C'est inacceptable qu'un homme politique puisse occuper une fonction d'abord en tant que serviteur de l'État, je veux dire fonctionnaire, directeur de société, directeur national, député, ministre, et ensuite occuper des fonctions dans les collectivités locales. Ce n'est pas cohérent. Ensuite, ce n'est pas efficace comme management. Et qui plus est, on voit parmi ces élus locaux des gens occuper 3 fonctions. J'estime que c'est trop. Le cumul des mandats doit être revu en fonction des intérêts des populations et en fonction de la démocratie. Cumul des mandats, la sortie de Maodo Malick Mbaye ne sera pas sans conséquences. C'est en tout cas l'avis du ministre Youssou Touré. Par ailleurs, cadre à l'APR, je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Hadia Talla. Et nous regrettons aussi vraiment la sortie de notre camarade Maodo Malick Mbaye. Franchement, je crois qu'il est de la mouvance.
il aurait pu tempérer ses propos. Nous sommes ensemble. La critique est toujours la bienvenue, mais il ne faut pas faire dans la stigmatisation. Il est totalement passé à côté Maodo Malick Mbaye. Il ne faudrait pas qu'on verse dans une agitation véritablement qui pose problème. C'est de la propagande pernicieuse. Il faut qu'il sache raison garder. Je crois qu'il aurait pu utiliser d'autres créneaux pour se faire entendre. Et suite à la démission d'Aliou Sall de l'UAL, à présent la réaction de Sénégalais rencontrés par nos reporters et les avis sont mitigés, Ibrahima. Tout à fait, Léa. Et aux yeux de certains, Aliou Sall a bien fait de jeter l'éponge, alors que pour d'autres, il aurait dû continuer, estimant que l'homme peut bien diriger l'AMS et l'UAL. Aïssatou Païfal, Khadim Sissé. 48 heures après sa nomination au poste de président des associations d'élus locaux, Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, démissionne de l'UAL. La vague de contestation a eu raison de lui. Les Sénégalais apprécient diversement. Vous savez, ils se sont battus pour empêcher Wade et sa famille de se partager le gâteau. S'ils veulent refaire la même chose, nous leur disons non. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils changent leur façon de gouverner. Nous n'en pouvons plus. L'histoire ne va pas se répéter. Ce n'est pas parce qu'il est le frère du président de la République qu'il doit tout se permettre. Bassirou Lo affirme que le maire de Guédiawaye, le dos au mur, n'avait pas d'autre choix. Il a démissionné, il ne pouvait faire que cela. Il sait qu'il en a trop fait. Et surtout, ils ne veulent pas qu'on les pointe du doigt. Nous avons chassé Wade du pouvoir parce qu'il a trop impliqué sa famille. D'autres Sénégalais soutiennent que cette démission n'a pas lieu d'être. Il n'aurait pas dû démissionner. Pourquoi? Nous voulons juste que nos gouvernants travaillent. Les Sénégalais parlent trop. C'est pas parce que je suis le frère du président que je vais démissionner. Si Aliou Sall a les atouts pour faire son travail et cumuler les deux fonctions, il aurait dû rester. Le cas de Abdoulaye Wade, frais dans toutes les mémoires, a fait que la plupart des Sénégalais ont déploré cette situation qu'ils considèrent comme une dévolution monarchique. Culture à présent et nous parlons de la tournée africaine de Stromae. Le coup d'envoi sera donné demain à Dakar au Monument de la Renaissance. Au programme 8 pays dont le Rwanda, pays natal de son père. À 30 ans, celui que l'on compare à Jacques Brel n'en finit pas de gravir les échelons. Stromae a fait face à la presse sénégalaise. Compte rendu Aïssatou Païfal. Stromae, maestro en verlan. Paul Van Haver, de son vrai nom, retourne aux sources. Une première tournée africaine, un saut dans l'inconnu qu'il appréhende. J'appréhende un peu, évidemment, comme chaque continent sur lequel on a été, en tout cas, et qu'on connaissait moins bien que celui où j'ai grandi. Et donc voilà, parce que j'ai peur de l'inconnu, étant donné que vous devez sûrement savoir que je suis assez rigide et calculateur. Forcément, dès que je suis face à l'inconnu, je perds un peu mes moyens. Le belgo-rwandais a choisi la destination Sénégal pour la proximité linguistique. Si ça avait été possible de passer partout, on l'aurait fait. Mais voilà, on a essayé de passer plus ou moins partout. Et évidemment, la priorité pour nous, c'était les pays francophones quand même. Le premier, évidemment, la tournée n'était pas, et l'attente n'était peut-être pas assez forte pour venir, parce que c'est quand même des coûts et tout de se déplacer. Et finalement, sur cette tournée-ci, c'était plus faisable. Stromae de confier par ailleurs n'avoir aucun message particulier à délivrer. Sa musique, le reflet de l'humanité. J'ai pas l'habitude de passer vraiment des messages. Enfin, j'ai pas un message, quoi. C'est-à-dire que je raconte des histoires et puis après, chacun, à part, je sais pas, l'humanité, j'ai pas d'autres messages, quoi. C'est juste raconter l'humanité, quoi. Il se produira demain au Monument de la Renaissance. Après, il s'envolera pour d'autres cieux pour terminer sa tournée le 20 juin au Rwanda, terre natale de son papa.
Et d'une mère belge, Paul Van Haver, plus connu sous le nom de Stromae, s'est imposé de manière irréversible sur la scène internationale après le lancement de son deuxième album Racine Carrée. Depuis, l'artiste est devenu un chouchou dans le monde de la musique, surtout en Europe, et ne cesse de poursuivre son ascension fulgurante. Le belgo-rwandais est souvent décrit comme le nouveau Jacques Brel. Qui est l'artiste? Son portrait nous est dressé par Mamadou Ndiaye et tout de suite après, vous pourrez suivre l'exclusivité, l'entretien avec Mamadou Ibra Kane et Stromae. À tout à l'heure. Qu'il présente plus tard de manière innovante. En 2009, devant son ordinateur et face à une caméra, il joue le rôle d'un professeur de musique avec comme fil conducteur comment composer un morceau. Il introduit plusieurs de ses propres titres, dont Alors on danse, vendu à 1,8 million d'exemplaires, qui deviendra la leçon numéro 8 des fameuses leçons de Stromae. À seulement 30 ans, avec son mètre 90 et ses 70 kilos, le jeune garçon est tout en grâce, un physique hétéroclite qui est la combinaison de ses gènes belges et africains. Avec son talent indéniable, ses idées pleines de ressources et un buzz mondial, Stromae joue le rôle d'un professeur de musique, avec comme fil conducteur comment composer un morceau. Il introduit plusieurs de ses propres titres, dont Alors on danse, vendu à 1,8 million d'exemplaires, qui deviendra la leçon numéro 8 des fameuses leçons de Stromae. À seulement 30 ans, avec son mètre 90 et ses 70 kilos, le jeune garçon est tout en grâce, un physique hétéroclite qui est la combinaison de ses gènes belges et africains. Avec son talent indéniable, ses idées pleines de ressources et un buzz mondial. Bonsoir, nous recevons l'homme dont tout le monde parle depuis quelques jours au Sénégal, Stromae Nangadef. Ça va très bien. Vous parlez Wolof? Tout petit peu. Comment on dit bonjour en Wolof? Bonjour, je ne sais pas, mais Nangadef, ça je peux le dire. Ben voilà, c'est déjà ça. Alors Stromae, vous êtes à Dakar pour une tournée qui vous mènera dans plusieurs capitales du continent africain. Commençons d'abord par le fait que vous avez pulvérisé tous les records de vente. Comment vivez-vous cette situation aujourd'hui? Je suis hyper reconnaissant. J'ai pas beaucoup d'autres sentiments. Et quand vous dites que j'ai pulvérisé, en fait, déjà il y a une super grosse équipe qui travaille et qui malheureusement, enfin, ils sont là derrière, on les voit pas, mais qui travaille d'arrache-pied. Et puis surtout, c'est le public en fait qui décide si c'est un succès ou pas. Et voilà, je les remercie. Partout et ici particulièrement au Sénégal évidemment pour le soutien et voilà, ces records-là on les bat pas tout seul et je suis super reconnaissant. Vous avez senti au Sénégal que vous êtes une star mondiale aujourd'hui? On ressent beaucoup de soutien et tant qu'on est, enfin je suis venu évidemment il y a 2 ans pour une semaine et pendant la compo de l'album et je suis content de boucler la boucle et de revenir ici. J'ai juste évidemment entendu que le concert était rempli et voilà, je suis super surpris et j'avoue que déjà 2 ans avant j'étais déjà surpris d'aller dans un centre commercial et de voir à quel point les gens me reconnaissaient parce que sur le premier album à part Alors on danse, c'est vrai que il n'y avait pas eu une attente aussi forte, en tout cas il y a un soutien aussi fort que sur le deuxième, donc j'étais plutôt surpris et agréablement surpris de voir à quel point le public sénégalais me soutenait beaucoup, donc voilà, et donc c'est la raison pour laquelle on revient et j'espère que tout se passera bien demain en tout cas. Outé, papa, c'est ça qui vous a rendu célèbre. Dites-nous un mot sur ce morceau. Ce morceau, c'est vrai que c'est entre guillemets, c'est pas le seul parce que je pense que Formidable, les deux en fait se sont poussés et Papa Outé, c'est sûr que c'est un morceau qui est sorti un peu des tripes et qui était très personnel dans la première version que personne ne connaît, excepté ma maman et puis les gens avec qui je travaille, mais sinon... Votre maman rwandaise? Non, ma maman est belge et mon papa était rwandais. Mais voilà, donc c'était une version très personnelle et finalement qui n'était pas très intéressante. En tout cas, je ne l'ai jugée pas très intéressante. Par contre, je pense que ça m'a permis d'extérioriser certaines choses comme n'importe quel vieil adolescent qui reproche des choses à ses parents. Et finalement, ça m'a permis d'avoir un certain recul et puis d'aborder plutôt le sujet général de la paternité. C'est-à-dire que, évidemment, un adolescent, un enfant a toujours plein de reproches à faire à ses parents. Et puis, c'est peut-être le jour où il devient parent qui commence à se poser les vraies questions, quoi. À se dire, tiens, c'est quoi un père? C'est quoi être un bon père? C'est quoi être... En fait, il n'y en a pas. Et c'est ça le plus difficile, évidemment. La Belgique, puissance coloniale, vous l'héritez de votre maman, mais aussi il y a eu le génocide rwandais. Ça vous touche évidemment, certainement, parce que votre père est rwandais. L'évocation du génocide rwandais, qu'est-ce que ça vous fait?
Beaucoup de mal, et je pense que ça fait beaucoup de mal à toute l'humanité en général. Je pense toutes sortes de génocides perpétrés par qui que ce soit, envers qui que ce soit, c'est juste horrible, évidemment. Ça, je pense que c'est une évidence pour tous. Et je pense qu'on essaye tous de faire, quoi, aller vers un mieux, et espérons juste que ça nous serve de leçon pour le futur, quoi. Et une horrible leçon, évidemment, mais que ça nous serve au moins de leçon, parce que sinon ça n'aura vraiment eu aucun intérêt. Alors au moins que ça serve au moins de leçon pour le futur. Avoir une mémoire. Exactement. On dit souvent que l'Afrique n'est pas un continent sans mémoire. C'est vrai. Je ne savais pas qu'on disait que c'était un continent sans mémoire. Je pense que c'est un continent qui a justement énormément de choses à apprendre, autant que n'importe quel continent du monde d'ailleurs. Oui, quelqu'un avait dit ici à Dakar, vous y êtes au Sénégal, que l'homme africain n'était pas entré assez dans l'histoire. Ah bon? Vous ne devinez pas qui l'avait dit? Eh bien, c'est Nicolas Sarkozy, alors président de la France. Ah bon? Ouais, non, je pense que on arrive en tout cas, de mon humble avis, à un point crucial où il faut qu'on apprenne à tous vivre ensemble et vraiment vivre ensemble, quoi. Et voilà, je pense que... Dans un océan de racisme, d'intolérance, vous pensez qu'il est possible de vivre ensemble? De réussir le métissage? Je le pense profondément. Après, comme vous l'êtes. Je suis issu d'une mère belge et d'un père rwandais, et donc forcément je suis un exemple, en tout cas génétique, de est-ce que c'est réussi ou pas, j'en sais rien, en tout cas un exemple vivant de métissage, et qui se rend compte au final que les communautés c'est bien, mais que finalement des fois ça peut nous mener aussi des fois à des atrocités, et je pense qu'il faut que voilà, on y réfléchisse tous, à simplement apprendre à vivre ensemble, quoi. Et ouais. Les atrocités, justement, 800 migrants africains ont péri il y a quelques jours en pleine mer, en Méditerranée, à bord d'une embarcation de fortune, à la recherche de travail, à la recherche d'un Eldorado qu'ils n'auront pas en Europe. Qu'est-ce que cela vous fait? Je suis évidemment outré et désolé de ce qui s'est passé, et je pense que ça existe depuis bien longtemps, bien plus longtemps même que cette embarcation-là. C'est horrible, et j'espère aller vers un mieux, quoi. Voilà, mais après je ne suis ni politicien, ni... voilà, moi tout ce que je peux faire c'est chanter des chansons et essayer de raconter l'humanité, quoi. Ça, je pense que c'est la seule chose que je sais faire, en fait. Et donc je vais essayer de le faire au mieux demain. Oui. Et j'essaierai en tout cas... Justement, quel message comptez-vous lancer à la jeunesse sénégalaise, par-delà la jeunesse africaine? C'est difficile de donner un message, parce que c'est le danger, je trouve, finalement, à part raconter voilà, qu'on est tous humains, et raconter que toutes nos vies sont en fait similaires. J'ai pas grand chose de plus à raconter, en fait. C'est pas très... c'est plutôt simple, en fait, comme message. C'est juste nos vies à tous, et voilà, c'est ça que je raconte sur scène. Garder l'espoir, quelles que soient les difficultés. Je pense que c'est pour ça aussi que je raconte... et que je chante la mélancolie, parce que je trouve que la pire des choses, c'est d'essayer de cacher ses problèmes, d'essayer de cacher nos souffrances, parce qu'on n'y arrivera jamais, en fait. C'est juste qu'on vit avec et qu'on les a, et la vie est faite de haut et de bas, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que la mélancolie est tellement troublante de vérité par rapport à nos vies, voilà. Oui, mais si le clip est prêt, on va le regarder et puis on terminera avec une dernière question. Tout de suite, Stromae. Et vous parlez de crise. Il y a justement une crise en Europe, crise économique, crise de valeurs, crise même de la foi, disent certains. Est-ce que vous imaginez un jour l'émigration dans l'autre sens, que des Européens quittent l'Europe pour venir en Afrique à la recherche de travail, à la recherche de bien-être? Le morceau ne parle pas tout à fait de ça, en fait, hein, oui. Voilà, mais il parle en fait... Je fais hors sujet, mais c'est fait exprès. Mais juste pour répondre à votre question, je pense, et je pense que c'est même déjà un peu le cas, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une réelle immigration. Quand on prend l'exemple du Portugal, j'ai l'impression que beaucoup de Portugais vont vers l'Angola parce que c'est là-bas l'Eldorado. J'ai entendu
Il était même question de racheter la dette du Portugal, évidemment. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité depuis longtemps. Et voilà, je pense que je ne serais pas surpris de voir ce genre de futur pour nous tous. Ouais. Une question colle, les grands noms africains que vous connaissez dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, pour moi, il y a Césaria Evora, Papa Wemba, Kofi Olomide. Oui, voilà, ça c'est les noms qui me... Au Sénégal? Du Sénégal, je pense que le propriétaire de cette chaîne aussi. Yes. Monsieur Youssou N'Dour. Monsieur Youssou N'Dour, évidemment. Que vous avez eu à rencontrer? Je pense que on s'est rencontrés assez rapidement. Oui. Et voilà, évidemment, je le connais par ma maman. Un projet de featuring avec lui? Avec grand plaisir. Après cette tournée, évidemment, mais oui, ce sera avec grand plaisir. C'est le scoop de cet entretien. Mais, le choix du Sénégal pour démarrer votre tournée africaine, est-il fortuit? Alors, pour être honnête avec vous, il y a une certaine relation qui s'est établie avec Awadi. Oui, qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté, là, qui nous regarde. Du studio Sankara. Un coucou à lui. On le salue. Awadi, oui. Mais après, il y a une raison logistique aussi, c'est qu'à un moment, c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter de faire trop de trajets, etc. Oui. Et voilà. Et puis évidemment, c'est vrai que par rapport à l'album, j'ai travaillé avec des gens d'ici. Je pense à Tibas, je pense à certains musiciens que j'ai rencontrés en studio, au studio Sankara justement, et donc voilà. Vous serez envahi de monde demain à la place du monument de la Renaissance africaine. Vous ne craignez pas pour la sécurité? Tout se passera bien? J'ose espérer, parce qu'apparemment il y a une espèce de centaine de mecs de sécurité qui seront là, donc voilà, Awadi a tout prévu pour que les familles puissent venir et profiter du plus bas âge au plus âgé, et donc voilà, j'espère que tout se passera bien. En tout cas, je pense qu'il a tout prévu. Très bien. C'est demain à partir de quelle heure déjà? À partir de 18h, mais on montera sur scène. Temps universel. Voilà. Vous montrez sur scène 2 heures plus tard. Voilà. Très bien. Alors, Papa Outé va nous accompagner parce que notre entretien est terminé. Moi, je vous offre ce cadeau. C'est un stylo aux couleurs du groupe Futur Média. C'est le journal L'Observateur. Merci. Et puis, il y a la TFM, la RFM et IGFM. C'est très gentil à vous. Merci. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous n'avez rien prévu pour moi? Je suis désolé. Une dédicace tout à l'heure, avec peut-être? plaisir, voilà. Oui, voilà. Avec le stylo, voilà, une dédicace là. Ok. C'était comment déjà? Papa Outé, tout de suite, que nous écoutons pour accompagner Stromae. Il écrit pas en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous en voulez une ou pas? Merci. Oui, on va. Oui, vous allez m'en offrir. Okay. Voilà, merci. Merci à vous. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis ce soir. Dans un instant, l'invité du 20h, le deuxième, avec Maodo Malick Mbaye, qui s'entretient avec Antoine Diouf. Bonsoir. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent. Chose promise, chose due. C'était la Stromae en compagnie de Mamoudou Ibra Kane. Il était l'invité de ce journal et l'information à retenir. Stromae n'écarte pas un projet de featuring avec le roi du Mbalakh, en l'occurrence Youssou N'Dour, lead vocal du Super Étoile. Et nous continuons cette édition. Nous parlons de l'hivernage 2015. L'État prend les devants pour faire face, Léa, aux inondations. Exactement, Ibrahim a limité au maximum les inondations lors du prochain hivernage. C'est l'objectif du ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues. À Kaolack, des moyens conséquents doivent être déployés pour drainer les eaux pluviales. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Prévoir, limiter les risques, l'hivernage 2015 se prépare. Le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues annonce un plan d'action prévisionnel. Il y a eu une continuité par rapport au système de canalisation, par rapport aussi à la clôture des bassins. Donc c'est un ensemble parce qu'il a fallu pour nous de faire beaucoup de visites de terrain pour pouvoir savoir quand même à quel niveau il y avait des blocages, pour combiner le tout avec ce qui était déjà défini sur la matrice d'action prioritaire. Toutes les dispositions pour parer à toute éventualité, le gouverneur de Kaolack réclame un système efficace pour lutter contre les inondations. Le plan d'assainissement de Kaolack n'est pas encore réalisé. Si les pluies s'installent, on ne peut pas mettre un cataplat quelque part parce qu'il ne pourra pas fonctionner. C'est ça pourquoi nous souhaitons vraiment avoir
ces moyens très tôt. À Dakar Plateau, l'heure est à la sensibilisation sur les bâtiments menaçant ruine. Ce que nous redoutons peut-être, ce sont les bâtiments menaçant ruine qui pullulent presque dans toutes les communes, particulièrement à Fass-Gueule Tapée, Colobane et à la Médina. Et là aussi, les dispositions sont prises pour inviter les propriétaires à faire libérer les locaux menaçant ruine. Au sortir de ces activités préparatoires, un document sera élaboré, le projet de construction de logements sociaux accélérés, les ouvrages de drainage des eaux pluviales estimés à 19 milliards finalisés, nous disent les techniciens. Campagne agricole de l'hivernage 2015, les riziculteurs demandent davantage de groupes motopompes. Ibrahima. À travers son programme de mécanisation de la culture irriguée, TSE Sénégal a envoyé des équipes techniques chargées d'entretenir les équipements de pompage et ce, dans toute la vallée du fleuve Sénégal, nous dit Ali Bandelnian. À quelques jours du début de la campagne agricole de l'hivernage, les paysans s'activent autour de la mise en place des équipements. Avec plus de 200 motopompes en 2 ans, les riziculteurs de Matam s'engagent à œuvrer plus pour l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance en riz avant 2017 visés par le gouvernement. On est très satisfait des mesures que l'État vient de prendre. Et aussi, on sait qu'actuellement, vraiment, l'État est en train de faire des efforts considérables qu'on n'a jamais vu dans ce pays-là. Parce qu'avec le matériel qui est là sur place, avec les aménagements qu'on est en train de faire, on sait que vraiment le gouvernement est en train de tout faire pour relancer de cette région. En général, je dis que je n'ai jamais vu depuis que moi je suis né dans cette région. J'ai grandi ici en tant que producteur. Je n'ai jamais vu des efforts considérables. Mais regardez partout c'est du matériel, partout c'est des aménagements, partout. Vraiment, on ne peut que remercier l'État. On ne peut qu'encourager le président de la République de continuer sur cette lancée qui va vraiment développer le pays. En tout cas, ici, tous les producteurs sont satisfaits. La raison pour laquelle les demandes de GMP augmentent de jour en jour. Les demandes de tracteurs augmentent toujours. Maintenant, nous avons plus de 50 demandes qui sont là, qui demandent des tracteurs. Nous avons plus de 250 nouvelles demandes qui demandent des GMP. Donc, ça veut dire qu'il y a un engouement total au niveau de la vallée. Et chacun se remue pour être trouvé en leur de terrain et exploiter le riz. L'autre satisfaction qui galvanise aujourd'hui les paysans de Matam, c'est bien le fait que TSE Sénégal, principal fournisseur de GMP, a dépêché une équipe technique qui sillonne depuis plus d'une semaine la vallée du fleuve pour l'entretien des équipements de pompage. On ne peut pas dire qu'on peut avoir un GMP qui ne tombe pas en panne. Mais vraiment, si l'État aussi se mobilise pour essayer de voir les GMP qui ont des problèmes, essayer de les régler, là aussi c'est une très bonne solution. Je crois en essayant de faire cette tournée, en essayant de régler ce problème-là, les GMP vont être adaptés aux réalités du terrain. En vue de cette prochaine campagne agricole de l'hivernage, les riziculteurs de Matam sont plus que jamais motivés et mobilisés pour accompagner le gouvernement qui s'active déjà dans l'accroissement des aménagements à travers le PRACAS. Et nous parlons à présent du passage de l'analogique au numérique qui est prévu au 17 juin prochain au Sénégal. La TNT présente de nombreux avantages pour les téléspectateurs mais aussi pour les chaînes de télévision, en croire Mamadou Bal, expert audiovisuel. Pour le membre du comité national de pilotage de la transition de l'analogique au numérique, les téléspectateurs doivent se procurer les décodeurs estampillés Escaf Télécom subventionnés par l'État et qui offrent plus de services. Pape Cherdiac et Mohamed Sodian nous expliquent pourquoi. Des images plus nettes, des télévisions qui n'auront plus à se préoccuper de la distribution et de tout ce que cela implique comme charge, autant d'avantages de la télévision numérique terrestre. Pour le téléspectateur, il le remarquera, les émissions seront plus nettes parce que numériques. Comme les chaînes vont être diffusées en bouquet, les chaînes ne s'occuperont plus de la diffusion ni du transport des signaux. Pour diffuser, c'est la chaîne qui paie, n'est-ce pas? Pour transporter le signal, c'est la chaîne qui paie. Mais si vous devez payer pour transporter, payer pour diffuser, avoir des techniciens pour le faire, si on vous enlève ce travail-là, vous payez moins. Aux nombreuses interrogations des usagers, Mamadou Bal rassure. Les téléviseurs actuels, quels qu'ils soient, sont adaptés à la TNT. Il suffit qu'il y ait simplement une entrée derrière. Si quelqu'un a la possibilité de brancher sur son téléviseur un lecteur DVD ou un décodeur canal ou un décodeur Excaf ou un décodeur Delta, c'est qu'il peut conserver sa télé. Cette télé est bonne, tu ajoutes simplement un autre décodeur. L'expert du content de suggérer par ailleurs de se procurer les décodeurs estampillés Excaf Télécom, des décodeurs subventionnés par l'État et offrant plus de fonctions. Le décodeur que nous mettons à disposition des téléspectateurs est un décodeur auquel on a ajouté d'autres services, comme la télévision de rattrapage. Ça signifie que vous ne ratez plus des émissions. Ce décodeur, le prix a été subventionné.
il ne dépassera pas 10 000 francs CFA. Le 17 juin 2015, le Sénégal bascule de l'analogique vers le numérique. Un basculement qui se fera de manière graduelle. Selon les experts du comptant, plus d'1 million de décodeurs ont été commandés et seront réceptionnés avant la date butoir. Dans l'actualité sportive, nous parlons football avec la Ligue des Champions édition 2015. Le FC Barcelone est sûrement en finale. Les Blaugranas vont se qualifier. Basketball, l'équipe nationale féminine entame ce mardi la première phase de sa préparation en vue des Jeux africains et de l'Afro-Basket Cameroun 2015. Les Lionnes sont actuellement en regroupement fermé pour 3 jours. Elles rejoindront la Roumanie pour la suite, où elles doivent prendre part à un tournoi international. Elles se sont entraînées aujourd'hui 2 séances, une le matin et l'autre qui vient juste de se terminer. À présent, le dossier économie du jour, et en 2015 sûrement, vous êtes nombreux à posséder une carte bancaire. C'est normal puisque le service se démocratise de plus en plus au Sénégal, Léa. Alors, quels peuvent être les avantages et les inconvénients d'un tel service entre gains de temps et pannes récurrentes des distributeurs automatiques? Les usagers se prononcent dans ce dossier, signé Dissa Prera et Adam Agaï. Qu'on soit étudiant, commerçant ou simple salarié, tout le monde peut avoir sa carte bancaire aujourd'hui, un service qui se massifie de plus en plus chez beaucoup de Sénégalais. L'avantage, c'est que c'est facile parce que là où on parle avec cette carte, on peut utiliser sans avoir de l'argent, quoi. Mais c'est important. Il y a des avantages, et puis doublé d'une carte Visa, donc ce qui fait que même quand on voyage, on peut véritablement utiliser la carte. Les avantages, je crois que c'est le retrait à tout moment, le retrait d'argent à tout moment. Ça, c'est un avantage incontestable. Des avantages, certes, mais aussi des inconvénients ne manquent pas. Des pannes récurrentes de certains guichets automatiques et la sécurité sont décriées. Un problème de panne, souvent dans les gaps, très souvent on vous signale non disponible. Des cartes qui sont rejetées ou bien de l'argent déjà retiré et qui retourne dans le machin, ça c'est désolant. Souvent c'est des problèmes récurrents. Aussi le coût. C'est pourquoi nous exigeons à ce qu'il y ait dans chaque gap une caméra de surveillance. Aux alentours de chaque gap, qu'il y ait aussi une caméra de surveillance. Cela va prévenir certains dangers. Au-delà des cartes bancaires, d'autres types de cartes ont fait leur apparition dans l'espace économique. De nos jours, on peut payer ou acheter avec une carte bancaire ou prépayer sans avoir de compte bancaire dans une institution financière. Avec la carte, on peut payer. Donc, comme par exemple au restaurant, avec la carte, ça fonctionne. Aller dans une agence, la carte, elle fonctionne. Aller dans un magasin, faire du shopping, la carte, ça fonctionne. Alors c'est utile. Il y a des cartes prépayées, moi j'en dispose d'ailleurs, qui sont des cartes restaurants qu'on peut utiliser dans pratiquement... Là, par contre, il y a des avancées qu'on peut utiliser pour, disons, dans les restaurants, les pâtisseries, etc., de certaines boutiques. Donc ça, c'est aussi une avancée. Et maintenant, d'ailleurs, en dehors du fait que ces cartes-là sont valables pour les restaurants, mais même il y a des cartes qui aussi bien peuvent être utilisées dans certains guichets. On assiste à la prolifération de beaucoup de cartes. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas mal en soi. Une démocratisation de la carte bancaire saluée par bon nombre d'usagers, mais ces usagers souhaiteraient que les fonctions des guichets automatiques soient augmentées. En plus de retirer de l'argent et de consulter son solde, il serait intéressant de pouvoir y déposer de l'argent. Cet élément de Dissa Prera met un terme à cette présente édition. Merci de nous avoir prêté attention. Léa, merci à toi aussi. Merci, à demain Ibrahima. À demain, Inch'Allah. La suite de Permanence, Bouba, c'est avec vous. Alors, Ibou, c'était super le journal, mais Léa, Stromae à Dakar, t'as pu faire des photos? Non, j'ai pas pu faire ma photo parce qu'on a dû courir sur le plateau pour reprendre le journal. Ibou a eu le temps de faire sa photo, mais j'ai vu Ibou. J'ai gagné alors. J'ai gagné alors. Mais c'est super. Je dormirai pas cette nuit, ça c'est. Mais demain, tu peux aller au monument de la Renaissance. Non, mais non, le journal, je peux pas. Mais comme à demain. Ouais, à demain. C'était le journal. Permanence revient dans un instant. À tout de suite.